Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors ce soir, on va essayer de démonter un module EDID. Oui, alors on va voir ce que ça donne. On fait juste un petit test rapide. Voilà, on va ce soir essayer de démonter. Vous voyez pas, je vais vous le montrer sur l'autre partie. L'électrolab. Voilà. Ce soir, on va essayer de démonter un petit peu cette partie-là, voir un petit peu ce que ça peut donner. Parce qu'on a un problème de faux contact. Voilà. Non, j'ai chaud. C'est horrible. Donc, vous voyez. Moi aussi. On va essayer d'ouvrir cette chose. Alors, a priori, le problème se situe de ce côté-là. Lorsque l'on branche, je le vois. Voilà. Donc, si je branche la prise ici, ça a l'air de fonctionner, mais au bout d'un moment, dès qu'on bouge un petit peu, dès que ça bouge, et en fait, il y a un tout petit peu de jeu. Je sais pas si on peut le voir. Regardez. Voilà, on a un tout petit peu de jeu, et dès que ça bouge, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, on va essayer de démonter ça. On va mettre un peu de lumière. Donc c'est bien ça, c'est collé. C'est collé à l'intérieur. Ici, on voit bien la colle, là. Ici, il y a la colle. Bon, maintenant, il va falloir voir si c'était bien soudé ou pas. Donc, c'est le connecteur de sortie qui semble... C'est le connecteur de sortie qui semble poser problème.
c'est ce connecteur-là. Ce connecteur ici qui semble poser souci. Qui bouge. On va le zoomer. On va voir ça de près. Hello PTP Maker. Hello Fixolab. Alors on va zoomer. Attention le gerbotron. Ça semble tout à fait correct. Franchement, ça m'a l'air tout à fait bon. Alors, cette boîte, comme tu dis, PDP, c'est un gestionnaire EDID. Voilà, en fait, ça permet de simuler, en fait, de forcer, par exemple, une résolution. Attends, une seconde. Je commence à mourir de chaud. Alors, qu'est-ce que c'est que cette boîte pour faire simple. Donc, on a un écran et une caméra ou un ordinateur. Le problème, c'est que, par exemple, l'écran est compatible avec certaines résolutions et puis des fois, il envoie de mauvaises informations à la caméra ou à l'ordinateur. Donc, avec ce genre de boîtier, on peut forcer, par exemple, une résolution définie avec certains paramètres dans la résolution. Le gros avantage de ce système-là, c'est que du coup, si l'écran envoie des informations que la caméra n'est pas capable d'interpréter, en mettant ce genre de boîtier, on est sûr que les informations passent correctement. Voilà, tout simplement. Et là, on va bouger TV. Merci pour le follow. Donc, on va essayer de mettre un petit coup d'air chaud. Ça va faire du bruit. Ah, voilà ce que je fais, j'essaie de mettre une loupe pour moi. Mais en fait, ça sert à rien. Bon, tant pis. On va oublier la loupe. Allez, on démarre l'air chaud. Ah, c'est horrible. Alors, on va se mettre à combien? Alors, le bruit, je suis désolé. 350, un petit peu trop. 460, beaucoup trop. Désolé pour le bruit. Pour moi, c'est pire.
Désolé. Non, non, il sature pas, non, non. C'est tellement bruyant, ce truc. Alors, on va mettre du flux, un peu de flux. Alors, moi, c'est ça, mon flux. Je préfère celui-là parce qu'il a l'avantage, il ne coule jamais. Voilà. Ça m'a l'air bon, on va essayer. C'est lequel, pardon, c'est ça. Je te le montrer. C'est un UV80 de mécanique. Ça. On va essayer de le voir. Voilà, c'est ça. J'aime beaucoup. Avant, j'utilisais en seringue et en fait, je t'en mets partout. Des fois, ça coule. C'est vraiment pas pratique. Alors que ça, l'avantage, c'est que ça ne coule jamais. Et c'est tout aussi efficace. En fait, on dirait presque un flux sec. Par contre, dès que ça chauffe, c'est excellent. Bonsoir, Craigie. Allez, on va faire un petit peu du bruit. Je suis désolé. Ça va chauffer. Donc là, je suis à 270. Voilà, c'est bon. Voilà. On va voir ça. Alors oui, quand ça fonce, ça sent pas très très bon, mais bon. Au moins, tu t'en fous pas partout. Elles m'ont l'air bien, les soudures, là. On va essayer de... Est-ce que je peux zoomer? Oui, je peux zoomer numériquement. Mais ça va l'air bien. On voit le flux qui a été apporté. Et le connecteur. Il est bien aussi. Est-ce qu'on n'a pas déformé le connecteur? Il bouge légèrement, mais ça a l'air d'aller. Celui-là aussi, donc ça va. Bon, ben on va. Pour nettoyer le flux. Sauf que j'ai pas fini mon setup, donc j'ai pas tout. Mon alcool, je sais pas où il est. Mes cotons-tiges non plus. Je sais pas trop. Ah oui, c'est ça. Je vais faire comme dans les vidéos. Vous savez, les vidéos où ils montrent, ils prennent le multimètre pour voir si tout est bon. On va faire ça, ça va être rigolo. Ça va être rigolo. Alors, regardez. Alors, attendez, on va mettre le multimètre. On voit bien le multimètre. Vous le voyez au-dessus? Il est là. Voilà, il est là. Alors, Craigie, en ce moment, je me souhaite des connecteurs vidéo avec du DIN 13. On n'en trouve plus de nulle part, obligé de prendre des chinoiseries de qualité pas très prédictible, mais toujours assez basse. Je crois que j'ai passé qu'en HDMI. Alors oui, l'avantage du HDMI, c'est que
L'espacement entre les pins n'est pas... Ça va, c'est correct. En CMS, ça se soude très facilement. En plus, l'avantage, c'est que tu as une partie qui est traversante. Du coup, tu le positionnes, tu mets ton flux, tu mets ton éther et ça tient tout seul. Allez, on va jouer avec le multimètre. On va jouer. Ouais, viens avec nous. Viens avec nous, on va jouer avec Dora l'exploratrice. Alors, on va brancher le multimètre. Ouais, tu trouves les câbles tout fait. Les câbles, c'est relou. Ouais. Surtout quand c'est... Alors là, tu vois, ça, c'est du... Je sais pas si on voit... Voilà. Ça, c'est du fait maison. Voilà, c'est des câbles en silicone. Voilà, que j'ai... Voilà. Ben, j'ai mes enfants. J'ai mes enfants, tout simplement. J'en ai 3. Allez, on va jouer avec le multimètre. Ouais, viens jouer avec nous. Alors nous allons vérifier la continuité. Alors attendez, d'abord on va faire le bip. Voilà, le bip. On entend très bien. Voilà. On va tester la continuité. Ah non, parce que j'en avais parlé sur un autre stream, Reggie. C'est pour ça. J'ai 48. Alors, nous testons la continuité. C'est bon. C'est bon. On va tester la continuité ici aussi. C'est bon. C'est bon. Voilà. Le module est réparé. Je trouve ça tellement débile. Alors, on va zoomer en arrière-plan. On fait le point. Et hop là. Voilà. On a la mise au point. On la fige. J'arrive pas à la figer. Ça y est. Oh, tu fais des crêpes. Ah, je t'avais pas vu. Excuse-moi, Antoine, je t'avais pas vu. Hello. Oui, j'ai encore changé le vocodeur. Non, on va monter ce truc. On va pas le remonter, on va le tester. Mais on peut pas le tester là, parce que du coup, en stream, je peux pas débrancher les caméras, parce qu'après, il n'y a plus rien qui marche. Et puis, il faut aussi que je nettoie ici le flux que j'ai rajouté. Mais ça va, on a testé, regardez. On reteste la continuité. Ouais. Fais comme Dora. Ça marche. On va tester entre là et là. Ça marche. Entre là et là. Ça marche. Entre là et là. Ça marche. L'appareil est réparé. Non, en fait, je critique parce que... Alors, je vais expliquer ce qu'elle fait, cette carte. Attends, je change de position. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Alors, j'ai mis le réglage du vocodeur, là. Ça fait une voix très, très bizarre. Très rock. Alors, cette carte, c'est un gestionnaire EDID. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure... Attends. En même temps, moi qui fais 80% de mon électronique sur les breadboards, j'avoue que je verrai souvent plein de trucs en multimètre. Non mais là c'était pour la blague parce que, pour être très honnête, quand tu vois les vidéos débiles où tu as des gens qui se disent répare des appareils et qui mettent des multimètres un peu n'importe où pour dire oh c'est bon ça marche, oh c'est bon ça marche, ça m'éclate.
C'est possible, oui. Parce que là, le prix du multimètre, c'est un peu abusé. Voilà. Donc cette carte, c'est un gestionnaire EDID. Quand tu as un écran relié à une carte graphique qui envoie de mauvaises informations pour dire à la carte graphique, écoute, ma résolution c'est ça, mes paramètres vidéo c'est ça. Sauf que des fois, il envoie des informations qui sont erronées ou partiellement erronées. Alors du coup, ce que l'on fait, c'est qu'avec un gestionnaire EDID, on va simuler, on va dire, l'écran prend en charge le 1080p 60 Hz RGB 444. Donc RGB 8 bits 444. Donc une composante complète par couleur. Pardon, 3 composantes complètes par couleur. Par pixel. Oula, je suis fatigué ce soir. Et du coup, le gestionnaire EDID va envoyer ça à la carte graphique pour lui dire, c'est l'écran 1080p 60 Hz RGB 444 8 bits. Et du coup, l'écran va recevoir un signal. Parce que si, par exemple, l'écran envoyait un signal un peu erroné, genre, je peux gérer de la 4K, alors que c'est un écran 1080p, par exemple. Ça peut arriver. Du coup, la carte vidéo peut envoyer de la 4K. Sauf que l'écran, il va faire rien. Ou afficher un écran noir, ou afficher un bout de l'image, ou faire n'importe quoi, on ne sait pas. Du coup, avec un EDID, on peut forcer le périphérique qui envoie le signal à lui dire, c'est un périphérique qui a ces caractéristiques-là. Et on l'oblige à respecter ces caractéristiques. Voilà. Le problème, c'est que celui-là, dès que je le bouge, donc je le branche de côté, entrée-sortie avec l'alimentation, mais dès que je le bouge un petit peu, il se déconnecte. Voilà. Donc je pense que c'est le connecteur output que j'ai de redonner un petit coup de flux et de chaleur, qui devait pas être très très bien soudé. Pourtant, il avait l'air super propre. Je testerai ça après, hors stream, parce que sinon ça marchera pas. Voilà. Alors je vais pas le remonter parce que du coup il va falloir que je le teste. Alors je vais vous en montrer un autre de DID, parce que j'en ai quelques-uns. Voilà. Alors, donc les EDID, donc j'ai celui-ci. Test. Oui, je te vois bien, test. Donc j'ai celui-ci. Ça c'est un QHD. Donc il est réglé pour envoyer un signal pour dire que le périphérique sur lequel on va le brancher, il est prévu pour recevoir un signal qui va jusqu'en 2560 par 1440. En 60 Hz, je crois. Faut voir la doc, mais je crois que c'est ça. Voilà, celui-là. Par contre, celui-là, c'est un peu différent. Attends. Guy, mon message d'avant me dit qu'il n'est pas passé parce que je ne suis pas vérifié, mais celui-là est passé. Alors normalement, j'ai enlevé la vérification. Donc théoriquement, on ne devrait pas avoir ce genre de problème. Celui-là, il est un petit peu différent. Celui-là, quand il n'est pas programmé, il fait rien. Il regarde juste ce qui passe. On a un bouton ici, là. Quand on appuie dessus, oui, les miracles de Twitch. Oui. Voilà. Voilà, c'est Twitch. Donc, celui-là, quand on appuie sur Learn et quand on laisse passer un signal, donc quand on dit, voilà, je sais que mon périphérique fonctionne, mais je veux lui apprendre un signal. Donc, je le branche. Je le mets entre donc mon écran et mon périphérique. Donc, de sortie, carte vidéo, caméra, etc. Quand mon signal fonctionne, je lui dis apprends-le. Donc il va l'apprendre, le retenir. Et ce qui va se passer après, si je le débranche et que je le rebranche, il va d'une part s'éliminer tout seul parce qu'il y a du 5 volts sur le HDMI. Et ensuite, à chaque fois qu'on va le rebrancher et l'utiliser, comme il aura appris le signal, il va à chaque fois faire croire que l'écran, enfin le périphérique d'affichage, supporte le DID qu'il a appris. Donc les informations qui ont été apprises par le périphérique, par ce périphérique-là. Donc très pratique parce que là, par exemple, il est configuré en 2160p 60 Hz YQV 422, 8 bits. Voilà. Franchement, ça marche super bien, sauf que je pense que j'ai un problème avec mes câbles HDMI.
Voilà. Parce que la caméra qui est là, celle-là, elle a un souci. C'est que j'ai un câble HDMI qui est long, mais pas tant que ça. Et je sais pas pourquoi j'ai réussi. Ça marchait pendant plusieurs heures, puisque j'ai lancé le test en fin de matinée, j'ai laissé tourner pendant quelques heures. Ça marchait très bien en 2160p 60 Hz, YQV 422 8 bits, très bien. Et puis d'un coup, plus rien. Donc il a fallu éteindre la caméra, la redémarrer. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Et du coup, là, j'ai dû mettre un EDID, comme celui-ci, mais un modèle 1080p, pour que ça remarche. Et je sais pas pourquoi. Alors, je pense peut-être le câble HDMI, je sais pas. Honnêtement, il y a des choses que je pige pas. Bon, après, j'aime pas. Oui, peut-être. Peut-être. Après, je me demande, est-ce que ça vient vraiment de la carte de capture, de la caméra, des deux? Honnêtement, j'en sais rien. Je sais que par contre, j'ai un gestionnaire EDID qui est exceptionnellement bon. Le seul inconvénient, c'est que je ne peux pas le programmer. Je peux juste lui faire apprendre un signal, le reproduire, mais je ne peux pas lui envoyer un EDID que j'ai moi-même choisi. C'est pour ça que je veux faire marcher cette chinoiserie, parce que c'est un docteur HDMI, et on peut lui injecter un fichier, et donc lui dire, ben voilà, je veux que tu supportes tel format. Et ça, c'est excellent. Voilà. Alors, je vais vous mettre l'autre caméra. Voilà. Donc là, on est en, je sais pas, en 1080p 60 Hz. Bon, vous êtes en 24, évidemment. Mais voilà, en gros, alors, j'ai enlevé la lumière. Voilà. Voilà. Non, tu ne vas pas jouer au docteur. Attention, je vais appeler Dora l'exploratrice, elle va te punir. Ou pire, je vais appeler Casimir. Ah, c'est trop vieux, Casimir. Qu'est-ce qu'on a de plus récent? Ah oui, Casimir. Casimir de l'île aux enfants. Ah, si, quand même, vous connaissez. Si, vous êtes censé connaître, quand même, Casimir. Et alors, Goldorak? Ouais. Ouais, ou Albator 78. Bon, moi, je préfère Candy, mais bon, après, chacun son kiff. Voilà. Donc là, le seul inconvénient de la caméra, l'inspecteur gadget, ouais, c'est rigolo 2 minutes. Voilà, ça saoule vite. Alors, le seul inconvénient de cette caméra-là, c'est que la position que j'ai, ah oui, que de souvenirs. Albator, je le vois mal punir les enfants, il est trop gentil. Alors, moi j'en connais un qui est... Enfin, je connais... Je sais pas si vous connaissez. Docteur la peluche, est-ce que ça vous parle? Donc c'est une enfant qui soigne les peluches et les peluches lui parlent. Voilà. Alors on pourrait se dire qu'elle a beaucoup d'amis imaginaires. Spectroman, il faisait un peu peur par contre. Oui, comme XOR, tous ces trucs-là. Donc le seul inconvénient de cette caméra et sa position, la drogue. La drogue. Le seul inconvénient de cette caméra, c'est sa position, si bien qu'on voit que le spectromètre à gauche, l'analyseur de spectre, mais en fait il est légèrement flou. Alors du coup, j'essaye de régler l'ouverture, mais vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Voilà, c'est bien, hein? En fait, j'arrive pas. Voilà, là, c'est un petit... Non, c'est pareil. Et là, l'ouverture, elle est vraiment limite. On est entre la limite du bruit. Très honnêtement, on est entre la limite du bruit. C'est pas simple. Voilà, là, j'ai ouvert à fond. Bon, après, ça reste, on voit le signal. Hein. Alors, l'analyseur de spectre, je ne sais pas si vous voyez, donc je le remontre. Voilà.
L'analyseur de spectre, il est configuré en écoute sur le Wi-Fi. Donc en fait, ce que vous voyez là toutes les saloperies, et pas d'autre mot, ouais, je suis désolé, c'est tout le Wi-Fi qui traîne de la maison et des autres maisons à côté. Alors le signal le plus fort, la partie la plus forte du signal, c'est chez moi. Et tout ce qui est à côté, c'est les autres maisons à côté. Voilà. Et toutes les saloperies qui traînent. Du coup, on va le faire en reset. Voilà, on va lui faire apprendre. Voilà, donc du coup, je vais devoir arrêter le stream parce que j'avais dit que je streamerai pas très très longtemps ce soir. Alors peut-être que je vais restreamer plus tard. En fait, je vais faire des essais de caméra. Mais par contre, je vais vous montrer deux, trois petites choses. Donc le chat qui a un petit peu évolué. Puisque j'ai pas restreamé pour l'instant pour le chat, il va falloir que je le fasse. C'est que on a ça. Voilà. Ce qui est pas mal. Du coup, on a celui-là également, qui est encore différent. Et puis celui que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Voilà. Alors là, c'est juste mon chat qui fonctionne à partir de Wisebot. Oui, c'est Wisebot. Oui. Et ça marche relativement bien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, je pense qu'on va arrêter là. Qui c'est qu'on va raider ? Prod Image, Inforea. Qu'est-ce que vous préférez ? Prod Image ou Inforea ? Bon, Inforea, il a du monde quand même. Hein, ils sont quand même 162. Ah oui, parce qu'après, là, je vais aller manger comme vous, j'imagine. Et puis après, je vais faire des essais encore. Peut-être que je streamerai ce soir, un peu plus tard dans la soirée. Si je restream, ça sera, je pense, vers 22h. D'ailleurs, on voit là-haut. Alors, je sais pas si vous voyez. Là, lui, là. Voilà, là. Vous voyez là. Ah, j'ai oublié de remettre le multimètre comme il était. Alors. Voilà. Voilà. Et il est remis comme il doit être. Ah, hello, Nodoka. Oui, bon appétit. Quand est-ce qu'on mange ? Et surtout, qu'est-ce qu'on mange, Toine ? Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? J'en sais rien. Pouf, apparaît un nuage de chips et de cacahuètes. Et de cacahuètes, pardon. Oui, non. Non. Ce soir, ça va être repas léger. Bon. Alors, normalement, le multimètre, donc le Keysight, est censé être branché au-dessus. Je vais vous montrer. Bonsoir, nos docteurs. Rebonsoir. Donc, ici, je ne peux pas le faire là, malheureusement. J'ai pas... Tout mon lab n'est pas encore prêt. J'ai pas encore pu tout ranger. Donc, cet appareil-là, qui est une référence de tension stabilisée. D'accord. En général, je le branche ici et ici. Voilà. Puisque ça, c'est le multimètre sur lequel je travaille, sur lequel je réécris le firmware. Voilà. Donc, le nouveau firmware qui est là-dessus, je vais vous montrer. Voilà, vous le voyez, il est là. Voilà. Sur une carte micro SD. Pas très utile. Du coup, en général, ce que je fais, c'est que je vais brancher la référence de tension ici sur lui, ainsi que lui, et du coup, ça permet de comparer les différentes valeurs pour voir si la précision de mon logiciel se rapproche de celle du Keysight. Voilà.
Donc je vais vous présenter un petit peu les appareils, que vous voyez un petit peu ce que j'utilise. Donc, alors on va pas forcément très bien. Ici, on a une alimentation. Oui, c'est ça, clairement taillé pour la conception de prototypage. C'est exactement ça. Donc, une alimentation qui est partiellement en panne, je précise. Il faut que je la répare et j'ai commandé à Mouser quelques composants, je sais plus quand c'est, pour la réparer. Donc là, c'est des tyristors un peu spécifiques. Et j'attends toujours. J'attends. Ils m'ont annulé une commande qui traînait. Ouais, ça rigole. Il y a des siglants. Alors, au-dessus, donc, ce n'est pas une alimentation, c'est une charge électronique DC, pas assez. Voilà, elle fait, celle-là, je sais plus, 150 watts, je crois, un truc comme ça. Ça me suffit largement. Non, elle fait 200 watts. Voilà. De toute façon, celle-là, d'une part, je vais la réparer et je vais la compléter par une autre, beaucoup plus puissante. En fait, surtout parce que il faut que je puisse avoir des tensions plus basses, mais des courants beaucoup plus élevés. Oui, typique des gens sachant réparer, utiliser du matos à moitié fonctionnel. C'est ça, c'est exactement ça. Mais en fait, il y a cette partie-là d'alimentation qui est, comme disait Villebrequin, CVT. Cette partie-là fonctionne. Cette partie-là fonctionne. Cette partie-là fournit 8 ampères sur 5 volts, mais non. 8 volts sur 5 ampères, mais c'est pas assez élevé pour ce que je fais. Et celle-là, par contre, c'est pas assez élevé en courant. Et celle-là, par contre, fournit 30 volts sur 2 ampères. C'est pas assez élevé en courant également. Voilà. Et donc, je suis en train de chercher. J'ai peut-être trouvé une alimentation intéressante qui me sort au moins 2 tensions en puissance. C'est-à-dire qu'elle est capable de sortir 10 ampères, par exemple, sur 20 volts. Mais elle est capable de sortir également 20 volts sur 10 ampères. Voilà. En fait, elle est limitée en puissance à 200 watts, mais elle peut sortir des tensions élevées avec des courants faibles ou des tensions faibles avec des courants élevés. Voilà. Ensuite, un oscilloscope classique. Ici, on a un analyseur de spectre, donc qui travaille, qui regarde le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi, ici. Alors, attendez. Le center, il est où? Il est là. Voilà. Voilà, il analyse de 2,4 GHz à 2,55 GHz. Voilà, avec la petite antenne. Voilà. Au-dessus, le multimètre sur lequel je travaille, qui est à la base un Siglent 3055, qui n'a plus grand-chose. Voilà, bref. Voilà, on va pas en dire plus. Un multimètre de table, comme l'autre. Mais c'est pas le genre de multimètre qu'on va acheter dans le commerce. Voilà. Ce que vous trouverez dans le commerce, c'est plutôt ça. Voilà. Plutôt le genre de multimètre un peu gros que vous pourrez trouver façon Fluke, etc. Voilà. Ça, c'est un multimètre presque de compète. Alors, je suppose qu'il faut chercher du côté des alimes utilisés pour les amplifier montant. Non, c'est pas ça. En fait, c'est Tektronix, je crois. Ils font des alimes, même si j'aime pas Tektronix, mais je pense y passer. Ils font des alimes particulières qui sont hybrides, c'est-à-dire une partie découpage, une partie linéaire, où ils sortent des puissances correctes, entre 200, 300, 500 watts, mais surtout qui ont des plages de tension et de courant très importantes, mais toujours limitées en puissance. C'est super pratique parce que ça peut sortir genre 60 volts avec 2-3 ampères, mais ça peut aussi sortir du genre 3 volts avec 15 ampères. Lui, je crois que c'est ma meilleure acquisition. Alors on va pas entier parce qu'il est un peu caché par l'écran. C'est un LCR. Donc c'est un appareil qui permet de mesurer les condensateurs, les inductances, les selfs et les résistances. Voilà. Mais c'est ma meilleure acquisition puisque je l'ai
j'ai pu toucher un prix ultra faible, vraiment ultra faible, et il a une précision de 0,05%. Voilà, dans son régime optimal. C'est-à-dire, je crois que le temps d'analyse est de 1 seconde ou de 2 secondes sur le composant. Voilà. Et puis c'est tout. Si, ah oui, lui, on ne voit pas bien. Il est là. Il est là, lui. Oh, coucou, t'es là. Le rêve. Ouais, je sais. Oui. Alors le rêve, oui, parce que, pardon, le rêve. Le LCR que j'ai là, je l'ai payé à l'époque. Je l'ai payé 600 €. Il monte à 200 kHz. Ce truc-là, à l'époque, il vaut plutôt dans les prix publics entre 2000 et 3000 €. Voilà, je l'ai payé 600. En fait, c'est un importateur chinois qui l'a mis sur Amazon. Et donc, il avait fait les choses normalement, comme beaucoup le font. Et puis, donc, quand je l'ai reçu, il m'a dit, au fait, il faut payer les droits de douane. Et j'ai dit, non. Non, puisque vous avez mis que tout était pris en charge par l'expéditeur, donc par le vendeur, et que du coup, c'est la garantie d'Amazon qui s'applique, donc de A à Z. Du coup, je n'ai pas à payer les droits de douane. Donc, si vous voulez pas que je le reçoive, je contacte Amazon et ils verront avec vous. Sinon, il n'y a pas de problème. Enfin, vous débrouillez avec Amazon. Moi, je reste savoir, je ne paierai pas. Donc, à l'époque, ils le vendaient dans les 600 € et ils voulaient me faire payer quasiment 200 € de frais de douane, ce qui est normal. Sauf que c'était censé être pris en charge. Du coup, il n'a pas donné signe de vie. Donc, il m'a dit non, évidemment, vous ne voulez pas payer ça. Moi, j'ai contacté Amazon. Amazon m'a dit, oui, il y a la garantie qui est bien écrite. C'est l'expéditeur qui prend en charge les frais de douane et les frais d'importation. Donc, vous n'avez pas à payer. Pendant ce temps-là, le colis il est toujours bloqué par EPS en France. Donc, à je ne sais plus où, à l'aéroport de Orly, je crois. Non, pas Orly, je ne sais plus le nom où est le... Non, pas Orly. Il était à Cologne, je crois, en Allemagne à ce moment-là encore. Voilà. Et puis du coup, Amazon a pris contact avec le vendeur, puisque après Amazon a fait le retour, et je l'ai reçu. Parce qu'Amazon a débloqué la situation en disant, non mais, puisqu'il m'a envoyé un mail, je pense que, ou volontairement ou involontairement, non, c'est pas DHL là, dans DHL, on va éviter de parler DHL. Bonsoir, amis suivre. Et du coup, je l'ai reçu. J'ai reçu donc un mail d'Amazon pour me dire que tout s'était bien passé, que le problème a été réglé, sauf qu'il m'a mis en copie en fait les échanges qu'ils avaient eus avec le vendeur chinois qui disait clairement que non, il était hors de question que lui paye les frais d'importation, et Amazon lui disait mais vous avez pris un engagement auprès d'Amazon de prendre en charge les frais d'importation, donc vous mettez un prix, vous devez respecter vos engagements, sinon, si vous ne respectez pas vos engagements, on vous vire de la plateforme. Voilà. Donc, j'ai reçu l'appareil. La semaine après que j'ai reçu mon appareil, le prix de l'appareil avait doublé. Donc, il était passé à peu près à 1200 € au lieu de 600 €. Sauf que le prix de l'appareil public de ce truc-là en France, il a modifié aussi les conditions. C'est-à-dire, il était passé déjà de 600 à 1200 €, hors TVA, hors frais d'importation, hors frais de douane. Voilà. Mais du coup, je l'ai quand même payé 600 €. Donc, un vendeur s'engage, voilà, faut se renseigner avant. Tu vends pas un truc comme ça. Bon, après, il s'est planté, mais bon, derrière, tu assumes jusqu'au bout. Voilà. Donc, du coup, après, le vendeur a tout changé, et donc, le même appareil, 1200 €, et aujourd'hui, je crois qu'il est aux alentours de 2000 € pour ce même vendeur. Et l'équivalent, oui, est aux alentours d'entre 2000 et 3000 €. Voilà. Donc, LCR Maître, excellent appareil, excellent. J'ai démarré. Ah, il fait du bruit. Hein. Voilà, excellent appareil. Voilà. Donc, en réalité, il y a marqué Handbike ici. Donc, c'est une marque chinoise. En réalité, c'est Athènes qui fait ça. C'est une autre marque chinoise qui équipe les usines. Donc, qui font de la vérification de composants en usine directement. Donc, c'est pas censé être vendu pour les labos, pour
Pour les particuliers, c'est censé être vendu. Pour les usines, d'ailleurs, il y a une prise derrière spéciale. Je crois que c'est D3E 488, non, 485, il me semble. Et dedans, dans le bouquin, il y a tout le protocole qui permet de tester l'appareil, enfin, d'utiliser l'appareil dans une plateforme de test pour justement contrôler à la chaîne des composants. Voilà, donc vraiment, il n'est pas censé être utilisé dans ce cadre-là, comme je le fais moi. Ouais, très très bien Athènes. Franchement, j'aime beaucoup leur matos. Ça fonctionne bien à l'intérieur, c'est très très propre puisque j'ai déjà ouvert. Alors celui-là, on peut le modifier. J'ai vu, on peut booster sa précision, on peut le passer de 0,05 à 0,025%. Mais bon, franchement, ça... Oui, c'est du GPIB. Oui, sauf que c'est pas du GPIB sur IP. Voilà. Et donc, le dernier appareil ici, donc lui, on le voit pas parce que c'est pas très intéressant, mais je peux tourner la caméra. Voilà. Un générateur de signaux, 2 canaux. C'est du rigole aussi. C'est un petit truc sympa. Il tourne à 500 millions d'échantillons par seconde. Il peut monter à, je sais plus, en signaux carrés. Je crois qu'il monte à 50 MHz ou 100 MHz. Alors le fer, je vais vous montrer. Vous montrer les fers à souder, ce que j'ai. Hop, j'en mets ça comme c'était. J'ai plein de fers à souder. J'en ai plein. Voilà. C'est bon. Est-ce que je peux... Non, je peux pas tourner la caméra. Par contre, je peux vous montrer. Donc, j'ai ça. Un vieux OLR. Voilà. Je crois que c'est un WS60. C'est un vieux truc. Non, la licence radio, non. J'ai voulu le faire il y a très très longtemps, à l'époque où on faisait encore du code Morse. Et puis, j'ai abandonné. Ensuite, j'en ai 2 comme ça. Alors, pourquoi j'en ai 2? Pour une raison toute simple. Oui, W61, oui, c'est possible, Toine. J'en ai 2 parce qu'en fait, j'ai 2 pannes différentes. Et du coup, c'est plus facile de passer de l'un à l'autre. Du coup, ça évite... les deux sont en marche quand j'en ai besoin. Et puis, je passe d'une panne fine à une panne plus épaisse. Donc là, c'est ce qu'il y a. J'ai une panne épaisse à droite et une panne plus fine à gauche. Voilà. J'ai un petit stock. Voilà, un petit stock de pannes. J'en ai un petit paquet. J'ai des très très grosses. Genre ça, je sais pas si on voit bien. Et puis j'en ai encore plein. Un bon paquet. J'ai également un pistolet air chaud. Pardon. J'ai un vrai pistolet air chaud. Pas les daubes qu'on te vend. Voilà. Ça, c'est un vrai pistolet air chaud. Alors, il y a un message qui ne s'est pas affiché. C'est bizarre, Almier, je ne vois pas ton message qui s'inscrit. De quoi? Ah oui, bien joué la blague. Attends. Voilà. Voilà. Donc celui-là, c'est un vrai fer à air chaud, véritable. Pas un truc dont on ne sait pas trop d'où ça vient. Ah, j'ai une déconnexion. Là, j'ai un crash. Le chat vient de planter. Première fois que ça arrive. Voilà, c'est intéressant. Donc, un vrai fer à air chaud. Donc, le composant chauffant est quand même à l'intérieur d'ici, mais l'air chaud n'est pas fabriqué sur place. Enfin, l'air, pardon. La pression d'air est faite dans l'appareil. Ce qui fait qu'il y a une bonne pression statique. Voilà. Et après, c'est tout. Bon, après, ça, vous connaissez. Hein. Voilà. De la paille. Le seul truc que je n'ai pas, c'est un fer à dessouder. Ah oui. J'ai aussi un vieux rigole. Alors attendez, parce que le chat vient de planter, je vais voir si je peux le débloquer. Non, pourtant, il n'a pas l'air planté. Il me dit... Alors, à m'y suivre, c'est ma blague à tout casser. Oui, alors, il y a un truc là qui est arrivé, qui a généré un message d'erreur dans le système. Je vais changer de fenêtre, on va voir. Hop. Voilà, c'est bon. On dirait que c'est revenu.
Non. Il est complètement en vrac. Antoine, tu as fait quoi? Non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas ce qui a causé le problème. Je suis en train de recharger la page. Et... Ah, il y a une erreur. Une propriété qui a changé dans le fonctionnement. Alors, je vais recharger ma page de Wisebot. Voilà, recharge. Voilà. C'est bon. Sudo reboot F now. Non, même pas. C'est juste Node.js. Il faut le recharger. On est ici. Voilà. On va faire reset du cache. Et ça marche toujours pas. C'est bien. Hein. Il y a un code. Je pense qu'il y a du code qui a changé côté Wisebot. Alors, je suis désolé. Du coup, le chat il est pété. Il faut que je regarde. Alors. Je vois perso, j'ai opté pour un MS900 avec des pinces style T12, des mini pinces, un système à air chaud et un fer à dessouder, le tout dans le même moitié relativement compact. Alors, oui, j'avais ça avant. Je vais être très honnête, j'avais ça avant. J'ai laissé tomber. Vraiment. Non, ça marche pas. Treggy, tu peux essayer, ça ne marche pas. D'ailleurs, bon, voilà, tu sais ce que je veux dire. Donc, tu l'as fait ou pas, Treggy? Tu as contacté ou pas alors du coup? Non, mais tu peux essayer, hein. Je vais le faire d'ailleurs. Alors. Hello world. Et il ne se passe rien. Non, il y a une erreur en fait dans un script quelque part. Ah, il y a une erreur dans une regex. D'accord. En fait, il y a un nom qui ne lui plaît pas. Il a un nom qu'il n'aime pas. Ok, ben, il va falloir que je comprenne ce qui se passe. Pourquoi il y a un nom qui ne comprend pas? Non, en fait, non, c'est... Alors, mais là, je suis sur cette histoire de glitchage de microcontrôleur qui m'accapare. Ah, ok, pas de souci. Ça dépend de l'usage qu'on en a, bien évidemment. Et puis, dans mon atelier de 10 mètres carrés, je dois tout choisir avec soi. Alors, oui. Alors, moi, j'ai réussi à avoir quelque chose de relativement compact. Bon, sauf que là, on voit qu'une partie du studio. Bon, la petite partie, la partie uniquement électronique, puisqu'il y a la partie aussi où j'utilise l'ordinateur, tout ça. Là, ce qui me manque dans pour le lab d'électronique, c'est un écran et un Stream Deck. Mais dès que je pourrai, je mettrai un deuxième Stream Deck avec un petit écran. J'en ai un, mais il ne supporte pas le HDMI. Et puis, il m'en faudrait un petit peu mieux. Genre 27 pouces. Voilà, pour pouvoir voir le chat, voir ce que je vois aussi avec la caméra, ce qui est pratique, ça permet de gagner du temps. Alors, ça dépend de l'usage qu'on en a, bien évidemment. Non, ça, je l'ai lu. Mauvaise anime. Ouais. Des choses que j'ai déjà vues, ouais. Des alimes qui posent souci. Ah oui, j'ai pas fini ce que je disais tout à l'heure, ma présentation, du coup. Donc, ce bidule-là, je vais vous le montrer de plus près. Voilà. Sans trop le déplacer, parce que ce truc, il ne faut pas le manipuler normalement. Ou très peu. Donc ça, c'est... On le voit? Oui, on le voit. Donc ça, c'est une référence de tension assez précise. Elle est donnée pour entre 6,5 et 7,5 digits de précision. Après, je l'ai mesuré. Je crois que j'ai 500 nanovolts de différence. Elle a été calibrée sur un multimètre HP. Vous savez, le 8,5 digits, il coûte un bras. Enfin, il coûte le prix d'une voiture, en fait.
Voilà. Le 3852A. Et j'avais fait un petit débrief dessus, et très très bon, mais en fait il lui faut une source de tension ultra stabilisée. Et en fait, ce que l'on voit un petit peu, non, on voit pas. Je vais essayer de cacher. Ici, on est là, on va enlever cette partie-là. Voilà. Donc, ce que vous voyez sur le LCR, je vais vous le montrer. Hello, Vince. Elle coûte à elle seule le prix de tout mon labo. Ah, ok. Le truc le plus cher ici, c'est ça. Je crois que c'est lui le truc le plus cher ici. Ouais, je pense. Donc là, j'ai une alim que j'ai rajoutée, que l'on voit. Il y a des batteries derrière également. En fait, c'est un truc particulier. En fait, les alims font office de condensateur. Tout est connecté, oui. Mais ça marche pas encore tout à fait. Du coup, le principe, c'est que j'ai un transfo qui est filtré, régulé, et recharge les batteries. Donc, 3 batteries de 6 volts au plomb. Et le tout alimente la référence de tension. Donc, en 18 volts. Du coup, c'est ultra stable. Et donc, ça permet de... Sinon, on peut mettre des batteries au lithium-ion à l'intérieur. Mais le problème, c'est que, du coup, c'est pas optimal, en fait. Alors que là, c'est vraiment optimal. Là, l'appareil, il est vraiment dans sa précision maximale que l'on peut atteindre. Ouais, c'est comme un onduleur online, pareil. Alors après, je les ai pas là, mais j'ai aussi... Je l'ai pas là. J'ai une référence de tension en cours, qui est rangée pour l'instant, puisque j'attends. J'attends des composants que je n'ai toujours pas. Et en fait, et puis comme j'ai vu un truc il n'y a pas très très longtemps, qu'Analog Device est censé sortir, du coup je me dis, est-ce que je fais mon projet? Mais bon. Alors, Notoka nous dit, bienvenue aux arrivants, prenez donc une assiette de cookies ou des fruits, cacahuètes, chips, etc. au choix, avec la boisson qui va bien, et prenez place. Et oui, prenez place. Pour quelle raison ces batteries? Alors, en fait, c'est un appareil que je n'éteins jamais. Jamais. Depuis que je l'ai acheté, cet appareil est en marche. Voilà. Et cet appareil, je l'ai depuis 2 ans. Pourquoi? Pour que la référence de tension interne ne puisse pas dériver pour un choc thermique. J'explique. Dedans, il y a une référence de tension. Si vous l'arrêtez, elle va baisser en température, parce que son température normale de fonctionnement, c'est, dans mon souvenir, je crois que c'est 90 degrés. Si vous l'arrêtez, du coup, elle va passer de 90 degrés à la température actuelle. Jusque-là, vous vous dites, c'est pas grave. Sauf que cette variation de température, qui est quand même assez brusque, même si elle se fait en quelques minutes, en fait, elle a des répercussions physiques sur le composant. Elle fait comme des petites craquelures. Je fais très simple. Voilà. Ça crée des déformations mécaniques. Et du coup, quand vous allez la rallumer, ces déformations vont avoir un impact sur la précision du composant, qui va du coup dériver, avoir une tension un peu plus élevée ou un peu plus faible. Et à chaque fois que vous arrêtez, vous redémarrez la référence, il y aura encore des variations. Donc l'idée, c'est de ne jamais la débrancher. C'est-à-dire que vous la recevez, vous la branchez, vous ne l'éteignez plus jamais de sa vie. Si vous la gardez 10 ans, pendant 10 ans, elle est en marche. Par exemple, les références de tension donc ces Fluke, c'est les 732. Les références 732 sont des références qui sont dans le même esprit. Donc beaucoup plus grosses, beaucoup plus volumineuses, beaucoup plus précises, puisqu'elles sont données pour 8,5 digits de précision minimum. Donc elles sont données, je crois, à entre 2 et 4 ppm. Et XDevs, je crois qu'il les a mesurées à moins de 1 ppm. Alors dans les labos, ça dépend de quel labo. Tu as des labos, il y a des appareils qui ne sont jamais éteints. Par exemple, il y a des racks avec du coup 3-4 multimètres identiques qui sont en marche H24. Voilà. Non, tu as des labos, on n'éteint jamais les appareils. Par exemple, XDev qui est allé faire un tour, c'était Fluke.
ou c'était Keysight, je sais plus, je me rappelle plus. Il faudrait voir sur son site où ils ont une comment ça s'appelle, une référence Josephson, donc qui fonctionne à l'azote liquide, donc qui a une précision d'environ 9,5 digits. Voilà, peut-être plus, on va dire ça. Du coup, ils ont, je crois, 4 multimètres Keysight des 3458A. Non, 3852. Ah, là, j'arrive plus ce soir, c'est dur. Bref, vous avez compris. Donc des multimètres de très haute précision, ce qui se fait de mieux, et qui sont en marche H24. Eux, ils sont en marche H24. Ils ont associé à ça un pack de référence 732. Alors là, le pack, c'est genre, ils ont une batterie. Ils ont un ensemble d'environ une trentaine de références de tension qui sont allumées H24. Voilà. L'objectif, déjà, elles sont toutes en parallèle. L'objectif, c'est d'avoir une tension qui reste ultra stable pendant très longtemps, parce que faire fonctionner une source de tension, une référence tension Josephson, c'est pas à la portée du premier venu. Donc pour ça, ce que l'on fait, c'est que on va prendre des références tension que l'on peut fabriquer, qui sont capables de fonctionner H24, et quand on a besoin de vérifier leur précision, on remet en marche la Josephson, donc l'azote liquide, et on vérifie que tout fonctionne bien. Et quand tout fonctionne bien, du coup, on peut l'éteindre. Mais entre-temps, on a calibré d'autres appareils qui, eux, vont servir réellement à calibrer de vrais appareils qui vont être vendus dans le commerce. Ou bien, par exemple, le mien, si demain, je veux le refaire calibrer, je l'arrête, je le mets dans une boîte, je l'envoie à Keysight. Keysight, ils vont le brancher sur leur batterie d'appareil, leur bloc de barreille. Ils vont vérifier toutes ces valeurs dessus, ils vont corriger et ils me le renvoient. Mais du coup, ils n'ont pas besoin de démarrer la Josephson pour ça. Donc, c'est un énorme avantage. Parce que démarrer une Josephson, il y a aussi... c'est quand même dangereux. Voilà, ça se manipule pas comme ça. C'est quand même assez complexe. Et derrière, du coup, avec Pardon, une seconde. Derrière, avec le mur de référence 732, ils vont pouvoir calibrer d'autres appareils qui, eux, sont des calibrateurs qui vont pouvoir calibrer des multimètres jusqu'à 7,5 digits. Par exemple, il y a quelques calibrateurs chez Fluke qui peuvent calibrer des multimètres comme celui que j'ai. Donc, ils vont le calibrer complètement. Donc, calibrer en 7,5 digits. Et pour calibrer les multimètres en 8,5 digits, parce qu'il y en a aussi, donc calibrer les Keithley, les Keysight et les Fluke. Là, par contre, c'est beaucoup plus simple. Il faut une source de tension ultra stable de 10 volts, puisque c'est la norme. Et il faut une résistance de 10 kΩ. Oui, c'est tout. C'est tout. Il faut juste ça. Alors, j'ai pas lu tout, parce que du coup, c'est petit pour moi. Alors, mais dans les labos de compostage, je l'ai vu. Vince, toujours, c'est la première fois que j'entends ça. Qu'est-ce qui nécessite des mesures aussi précises? Alors, qu'est-ce qui nécessite des mesures aussi précises? Cet appareil-là, le Keysight, le 34470A, c'est un 7,5 digits. Je ne sais pas si tu vois le nombre de caractères, le nombre de chiffres à l'écran. Il y en a 8, d'accord? C'est-à-dire que là, il va mesurer de 0 volts jusqu'à 10 volts. Mais les 3 chiffres de droite, ce sont des microvolts. Voilà, c'est-à-dire que là, il donne une précision relative de 1 microvolt pour 10 volts. Et pourquoi mesurer aussi précisément? C'est parce que, par exemple, tu dois pouvoir mesurer des toutes petites variations qu'il peut y avoir dans un signal. Voilà. Par exemple, on veut faire un truc très très simple qui nous concerne tous. On a tous un appareil audio, un lecteur de musique, un ordinateur, un smartphone, tout ça. Et donc, du coup, on a aussi un convertisseur numérique analogique. Mais le convertisseur numérique analogique, pour convertir efficacement, il lui faut une référence de tension de qualité. Et comment on mesure la qualité de cette référence de tension? Avec un multimètre de précision. Un exemple tout simple. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Almi, c'est un drôle d'appareil qui n'est jamais éteint.
C'est exactement ça. L'appareil que j'ai là, je ne l'ai plus jamais éteint. Je l'ai reçu, il est branché. Et même quand j'ai déplacé mon bureau, je suis en train de refaire le setup, je l'ai débranché, mais il continue de fonctionner. Le temps de tout brancher, je savais que j'avais en gros 2-3 jours d'autonomie. Ça veut dire également que si demain je veux le refaire calibrer, puisqu'on peut le calibrer, il a 10 points de calibration de 0 à 10 volts, je peux le débrancher, je le mets dans une boîte, je l'expédie par exemple à Keysight, et ils vont pouvoir me le recalibrer. Ou je le réexpédie à Soforica. Le problème, c'est que Soforica est en Angleterre, qui ne fait plus partie de l'UE. C'est compliqué là du coup. Alors que le labo de Keysight, il est en Allemagne. C'est quand même beaucoup plus simple. Alors, j'en apprends en 2 minutes. Ici, c'est incroyable encore. Merci, Alexia. Bravo, Alexia. C'est des trucs que je sais que j'ai dû apprendre avec le temps aussi. Je veux dire, forcément, quand tu t'intéresses à un sujet, tu apprends plein de choses. Tout simplement. Ouais, sinon, tu mets dans le brouillard, tu sais que c'est à 100 degrés. Alors, oui, mais est-ce que toute l'eau de la casserole est vraiment à 100 degrés ou est-ce que tu peux avoir des parties plutôt à 90, d'autres à 95, d'autres à 85? C'est compliqué. Puis est-ce que la partie en surface est vraiment à 90, 95, 100? Voilà. Des fois, il y a des surprises. Tu sais. Moi, je me rappelle, dans mes cours de physique, quand j'étais au lycée, on nous disait oui, la pression atmosphérique a également un impact sur la température d'ébullition de l'eau, la température d'évaporation de l'eau. J'ai appris un truc, c'est que lorsque l'eau commence à bouillir à l'intérieur, donc des petites bulles se former, ça veut dire que l'eau est à 110 degrés. Oui, mais alors ça, c'est dans la théorie, parce que dans la casserole, à plusieurs endroits, l'eau n'est pas forcément pile à 110 degrés. Ça bouille à moins de température en montage. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit tour de tout ce que j'ai là. Ça fonctionne bien. Alors j'aime bien le vocodeur parce qu'il me donne une voix assez particulière, qui n'est pas la mienne, mais on s'en fiche. C'est assez intéressant. Voilà. Et puis du coup, par contre, j'essaie de prendre une voix plus grave, c'est compliqué. Là, honnêtement, c'est compliqué. Est-ce que je peux vous montrer d'autres? Non, c'est tout. C'est tout. Mais dans le froid absolu, ça boue aussi. Alors, honnêtement, je sais pas. Là, j'ai pas les compétences en physique pour dire. Oui, je n'ai pas compris, Vince, effectivement, oui. Quand tu montes en altitude, ça boue à une température plus basse, oui. Mais dans le froid absolu, ça boue aussi. Oui, mais c'est pas la même temps. Quoique, non, c'est la pression qui va faire que ça boue, de toute façon. Bon, en fait, déjà, pour que ça boue, il faut déjà de la chaleur. Alors, dans le zéro absolu... pas au zéro absolu. Peut-être le vide absolu. Ce ne serait pas de la sublimation. Je me rappelle plus ce que c'est. Je me souviens plus. Mes cours de physique sont loin. C'est trop loin pour moi. Bonne question, ouais. C'est vraiment trop loin pour moi. On se souvient plus du tout. Donc le chat est toujours planté, c'est intéressant. Donc j'avais un truc qui marchait très bien, j'étais ravi. Et là, il n'y a plus rien qui marche. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai trouvé l'endroit où ça a planté. En fait, c'est arrivé juste après que Tréguy ait dit argent et plomb. C'est arrivé juste à ce moment-là. Donc ça remonte. Tiens, ce matin, j'ai une idée de génie. Faire un t-shirt avec des snapshots de l'oscilloscope sur des projets sur lesquels ça a été cool de bosser. Oui, ça c'est une très très bonne idée, ça. Alors moi, je suis plus multimètre de précision, mais oui. Moi, par exemple, tu me dis, j'ai mesuré la température d'une Josephson à moins 287 degrés. Enfin, voilà, à 6 degrés, à 5 degrés et demi. Ouais, là, ça me plaît. Tréguier a voulu faire de l'alchimie et a tout cassé. Genre là, ça arrive à glitcher. Le CC 2510, le premier glitch capture à l'oscillo, il finit sur un t-shirt. Oui.
une belle gaussienne. Bah ouais, bah déjà, vous voyez là, l'analyseur de spectre, il a bien capturé le Wi-Fi, il voit toutes les saloperies. C'est sympa. J'aime beaucoup. Alors c'est... Bon, je vais essayer quelque chose, je vais essayer de capturer en fait le glitch. J'ai l'impression qu'il y a un changement. Et les Chinois, c'est des alchimistes. Ils arrivent à transformer la soudure à l'argent en soudure au plomb. Oui, mais bien sûr. Mais vous ne le saviez pas. Il suffit d'écrire ROHS dessus ou l'inverse. Voilà, tout simplement. Par exemple, je ne sais pas si je l'ai là. Je vais vous montrer quelque chose de très très vieux. Vraiment très très vieux. Voilà. Ce truc-là a 30 ans. Et c'est tout ce qui me reste de cette soudure d'il y a 30 ans, qui est de très très bonne qualité, franchement. Et je l'avais commandé à l'époque sur Radiosphere, RS Composant. À l'époque, c'était Radiosphere. Maintenant, c'est RS simplement. Non, il n'y en a plus beaucoup. Bah, je l'ai gardé pour le souvenir, hein, mais je m'en sers pas en réalité. Et de toute façon, il faudra que je l'utilise. Je ne sais pas pourquoi, mais il faudra que je m'en serve quand même un petit peu. Oui, c'était à 30 ans, Radiosphere. Moi, à l'époque, j'en ai connu plein de magasins d'électronique où tu commandais par correspondance, puisqu'il n'y avait pas... C'était le début d'Internet, les tout débuts. Et encore... Alors, je ne sais pas si j'arrive encore à lire. Je vais essayer de regarder. Alors, c'est du plomb, ça c'est sûr, de l'étain, et il y a du flux dedans. De toute façon, il y a du flux. Je le vois quand je m'en sers, et quand je regarde le centre, on voit le flux. C'est électronique, oui, c'est électronique. Je me souviens de c'est électronique. Alors, je vais regarder ce que c'est à l'intérieur. On voit le flux à l'intérieur. Oui. Un flux sec. Et alors, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Il y a le numéro du lot que j'arrive à peine à lire. J'ai l'année. J'ai l'année. Alors, ça n'a pas 30 ans, pardon. Les compteurs du Languedoc. Oui. Ça, je m'en souviens aussi. Ah, il y a des orages. Eh ben, vas-y, alors. Pas de souci. Coupe. Je peux pas, honnêtement... ma lentille ne grossit pas assez, malheureusement. À plus, Almi. Bon courage pour les orages. Je pourrais le couper, mais on ne verrait pas. Il faut, même au compte-fil, j'ai du mal à voir le flux au centre. Un compte-fil, oui, c'était pas ce que c'est. Un compte-fil, je vous montre ce que c'est ça. Voilà. C'est ça, un compte-fil. Vous voyez ? Voilà, donc c'est une loupe. Donc celui-là, c'est un x10. Et de l'autre côté, on a deux règles. Une règle en pouces et en millimètres. Voilà. Merci Sylvain pour le follow. Merci beaucoup. Merci Oncle Bot de nous faire remonter tout ça. Pour voir le nombre de brins dans un câble. Oui. Bonne question. Du coup, tiens, en cas d'orage chez toi, tu es équipé. Alors... comment dirais-je? Je pourrais me dire, je suis trop équipé. Disons que j'ai un onduleur en ligne qui a une fonctionnalité particulière que j'ai acheté exprès pour ça, c'est que en fait tout mon labo, mon bureau est sur onduleur en ligne, mais qui a la capacité de switcher de fréquence. C'est-à-dire que je peux le passer de 50 Hz en 60 Hz. Je peux aussi le passer en 110 volts, en 120, en 220, en 230 et en 240 volts. En fait, je peux changer sa fréquence et sa tension. Voilà. Et c'est un 3 kV VA. Je n'ai pas pris d'extension de batterie parce que j'ai très peu de coupures de tension ici, mais je pense que j'en prendrai. Et après, pour mes serveurs, oui, j'ai encore d'autres matos.
Oui, oui. Alors, je débranche pas, je laisse tout sur onduleur, et l'onduleur, ben, ça dépend. Ça dépend quels sont les orages. Voilà, je vais être très honnête, ça dépend. J'ai, pour être très honnête, j'ai l'énorme chance d'avoir une ligne très haute tension à côté, c'est-à-dire à environ 1 kilomètre de chez moi. Donc c'est une ligne 400 kilovolts, très très grosse. Et quand il y a des orages, bien ils viennent pas chez moi. Les orages ne viennent pas à la maison. Les orages vont tomber sur la ligne très haute tension. Donc ça, c'est pratique pour ça. Donc c'est très très rare que j'ai de l'orage ici. Alors, elle a une mini-centrale à fusion dans le garage, il faut pas le dire, c'est pas encore noté. Il faudrait que tu nous montres tes serveurs aussi, je suis sûr que ce serait dingue pour nous, petits amateurs. C'est prévu, mais pas tout de suite. C'est aussi le but de la chaîne, en fait, c'est de monter des mini-projets. Donc, par exemple, le prochain mini-projet, projet plutôt que je vais faire, je pensais le faire l'année dernière, mais quand j'ai pas de chaîne, du coup, je pense le faire peut-être en fin d'année, c'est que je vais monter un NAS avec uniquement des SSD à l'intérieur, et du coup, je vais, pour la blague, je vais prendre une carte mère, mais c'est pas que pour la blague, c'est parce qu'en fait, c'est intéressant et c'est plus compétitif. Je vais prendre une carte mère, non pas de serveur, mais une carte mère grand public qui a la capacité de supporter la mémoire ECC. Voilà, mais oui, et par contre, je sais pas encore s'il sera dans un boîtier rack ou dans un boîtier standard. Mais non, je montre pas trop mes serveurs, j'évite, déjà parce que c'est câblé un peu à l'arrache, même si c'est propre, c'est câblé un peu à l'arrache, parce qu'il y en a, à côté, j'en ai combien? J'en ai un. Alors attends, j'ai mon serveur de stockage, j'ai un ESX, un deuxième ESX, un serveur de calcul, le pare-feu qui est aussi un serveur, et j'ai une machine sous Windows. On montre pas ces serveurs sur Internet comme ça. Oui, c'est ça. Eh oh, c'est à moi, c'est personnel. On montre pas les serveurs comme ça. Non, voilà, oui. Alors après, ça serait compliqué de les montrer parce que du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'ai une caméra sur le téléphone pour vous montrer les choses. Et ouais, c'est pas forcément... déjà, je n'ai jamais testé. Mais oui, ça pourrait être rigolo, effectivement, ouais, de montrer ça. Mais non, je vais pas le faire. Je vais plutôt vous montrer, par contre, le montage d'un serveur avec son installation physique et puis son installation logicielle. Donc là, en l'occurrence, ça serait un trou NAS avec, je pense, 6 ou 8 SSD de 8 Tera dedans, avec peut-être 512 ou 1 Tera de mémoire, 512 Go ou 1 Tera de mémoire, et puis comme pros, je sais pas encore, peut-être un petit 7. Faut voir ce que je peux trouver comme carte mère grand public qui accepte le CC sur un i7. Et je ne sais même pas si je suis sur un i7 la série 13, je peux mettre de la mémoire ECC. Et ça, je sais pas, il faut que je vérifie. Mais oui, ça peut être un projet. De toute façon, j'ai un projet justement de monter un deuxième serveur de stockage pour avoir un stockage en réplication. Mais j'héberge quoi dessus, me demande Vince. Alors, j'héberge beaucoup de choses. Alors, déjà le stream. Pro, perso, en fait c'est perso principalement, et puis je m'en sers aussi pour faire des mini-projets, faire du lab, faire plein de choses, apprendre des choses que je sais pas forcément faire. Par exemple là pour le chat, qui est planté, mais pour le chat c'est une VM qui tourne sur mon lab, par exemple. Mais j'ai beaucoup de stockage parce que par exemple j'ai un Nextcloud et du coup toutes les photos de la famille sont dessus. Donc du coup, il faut beaucoup de stockage parce que on est 5 dans la famille et il faut stocker toutes les photos, les vidéos que tout le monde fait. Du coup, ça décharge le téléphone et que on les ait quelque part. Et puis du coup, avec Nextcloud, on a aussi un traitement texte, tableur, tout ça. Donc ça fait beaucoup de données à traiter et beaucoup de données à stocker. Et c'est ce stockage surtout qui prend de la place. Du coup, j'ai aussi plein de VM. Donc en VM, je vais faire la liste là. Alors, on va se connecter sur mon vCenter. Donc, après en VM, qu'est-ce que j'ai? En local, parce que j'ai aussi un serveur, j'ai 2 serveurs, moi perso, chez OVH, et je vais en prendre un troisième pour faire
une copie de mon backup que j'ai déjà ailleurs. Donc, alors en local, j'ai un Docker, j'ai un serveur qui héberge du Docker pour faire plein de choses. J'ai un pare-feu Arista également pour les enfants, qui est très bien. J'ai une over the box de OVH, donc c'est pour avoir notre accès Internet qui fonctionne un petit peu différemment, j'en rentre pas dans les détails. J'ai 2 serveurs DNS, donc 2 Active Directory avec serveur DNS. Ensuite, j'ai mon Alma Linux sur Nextcloud. J'ai un Alma Linux pour Node.js, pour là le chat et puis d'autres bidules que je fais. Mon site web est hébergé à la maison. J'ai un serveur Matomo pour gérer les stats de visite. Donc le serveur OnlyOffice pour toute la partie traitement texte, tableur, tout ça pour le Nextcloud. J'ai un serveur d'impression. Pratique d'avoir... Alors, je vais être très honnête, c'est super pratique d'avoir un serveur d'impression à la maison parce que branchez un ordinateur, vous lui dites voilà l'imprimante, débrouille-toi. Et quand c'est les postes Windows, ben, du coup vous avez rien à faire parce qu'il va envoyer automatiquement les pilotes au système et il installe tout seul les pilotes et ça marche tout le temps. Voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai un serveur de mail de secours qui est pour l'instant inactif. Voilà, j'ai un serveur également pour du télétravail. Bon, évidemment, mon TrueNAS, mais bon, ça rentre pas en ligne de compte. C'est un TrueNAS de backup, par contre. C'est une sauvegarde. Qu'est-ce que j'ai comme VM intéressante? Et j'ai 2 autres serveurs de backup en VM qui, eux, se chargent de gérer les backups. Donc, en fait, de faire des captures, des snapshots des différentes VM, des différents serveurs, et les envoyer sur les serveurs de sauvegarde. Donc, les TrueNAS. Voilà. En gros, tout ce que j'ai et le serveur principal de stockage, il a beaucoup de mémoire. Je sais plus s'il a 256 ou 712 Go de RAM, je sais plus, beaucoup. Il a eu 6 ou 8 disques durs, je sais plus, de 8 Tera. C'est rempli en gros à la moitié. Ça se remplit vite, hein. Ouais, parce que c'est le problème d'avoir des enfants qui aiment beaucoup faire des photos, des vidéos, tout ça, c'est que genre la vidéo fait 3 gigas, 4 gigas, 5 gigas, 10 gigas. Donc ouais, c'est super, ils adorent faire des photos, des vidéos, mais ils se rendent pas compte qu'en fait ça prend une place folle. Et un de mes enfants m'a dit, mais pourquoi tu prends pas un truc de Google, machin, ça serait plus simple? Oui, ça serait plus simple. Surtout beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Et en plus, on est limité en volumétrie. Et puis du coup, les données seraient plus chez moi. Et ça, je ne veux pas. C'est mes données, je les partage pas. C'est comme mes serveurs, c'est à moi. Voilà. Et après, j'ai encore 2 serveurs chez OVH. Et donc chez OVH, par contre, j'ai 2 serveurs physiques. Je vais en avoir un 3e qui est en attente, qui me servent à gérer mes emails, à gérer le pare-feu. Voilà. Je simplifie côté OVH parce que bon, ben voilà, c'est pas. Alors, et les données seraient diffusées et utilisées potentiellement. Exactement. Ben oui, chez Google, c'est ça en fait. C'est pour ça que j'ai pas confiance en Google. Pour ça, quand mes enfants m'ont dit non, mais c'est pas grave, ils vont pas. Nos données ne les intéressent pas. Bien sûr que si, mais toutes les données sont intéressantes. Absolument toutes les données sont intéressantes. Et non, c'est hors de question de filer mes données. C'est mes données. Je ne donne pas mes données. Donc voilà. Allez, il est 8h30. Je pensais couper il y a 1 heure de ça. On a discuté, c'était sympa, mais là, il faut vraiment que je coupe. Donc, on fait un petit raid chez Topline, ça vous va? Google, ils vont pas, ça va pas bien ensemble. Oui, oui, Tregui, je suis comment d'accord. De rien, Vince. Merci à vous d'être venu, c'était super, franchement, excellent. Je suis vraiment obligé de couper parce que ça fait déjà presque 2 heures et j'avais pas prévu de durer aussi longtemps. Je pensais faire 1 heure, mais pas plus. Bon, en tout cas, au moins, ça marche. Mais du coup, on a planté le chat, ce qui est quand même intéressant parce que ça permet aussi de voir qu'il y a encore des choses qu'il faut que je corrige. Donc voilà, même s'il est joli, hein, il est sympa. On va changer de fenêtre. C'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Du coup, il est toujours planté. Voilà. Merci à vous. Allez, je vous envoie. Néodine, il a du mal à démarrer. Toi, tu as du mal à terminer.
il est pas en live, Néodine. Donc, je veux bien le raider, mais il y est pas. Je le vois pas. Il y est? Il y est ou il y est pas? Je vois pas. Attends, je vais essayer de... Merci à vous. Franchement, merci beaucoup. Non, allez, on va faire un petit raid chez... Ah, attends. Le son, c'est horrible. Je supporte plus. Dès qu'on démarre Twitch, on se retrouve avec 15 milliards de trucs à l'écran. C'est affreux. Donc, on va faire un petit raid chez Topkin. Voilà. C'est mardi. Ah, on est lundi, c'est vrai. J'avais complètement zappé. Prépare un chocolat viennois bien chaud et distribue au chat avant de partir. Au chat, ouais. Merci. Merci, Nodoka. Allez, on va faire un raid. Je sais pas comment on fait. Ah oui, ça y est. Alors, /raid. On arrête là. On va faire Topkin. On va aller voir Topkin. Topkin. Et c'est parti. Voilà, c'est bon. Le raid est lancé. Allez. Franchement, merci beaucoup. C'était excellent. Ça fait super plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.